Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle table ronde d'Anews Mobility. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mathieu Galip d'Europecar et également Jacques de Villeplay de chez Sixt. Nous allons aborder les sujets de la location courte durée. Est-ce un maillon notamment dans la chaîne des mobilités ou une stratégie d'accompagnement pour les responsables flotte auto et mobilité. Donc comment ça va se dérouler? Nous sommes pendant 1 heure ensemble. Pendant 45 minutes, nous allons débattre notamment de ce sujet. Et ensuite, nous vous laisserons la parole si vous avez des questions, des remarques pour nos invités. Donc voilà. Donc on le sait, aujourd'hui, les enjeux sont forts en termes de législation, de fiscalité, l'AEN, la TVS, l'allongement également des reports des véhicules et des retours des véhicules. Donc nous avons monsieur Mathieu Galip, directeur des ventes corporate France chez Europcar. Merci Mathieu d'être présent. Avec joie, merci de votre invitation. Merci. Et également Jacques de Villeplay, qui est directeur Sales Executive France chez Sixt. Exactement. Merci à vous deux d'être avec nous. Donc Mathieu, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Eh bien, tout à fait. D'abord, je vous remercie pour votre invitation. Ravi d'être avec vous ce matin, ravi d'être avec Jacques. Et ravi d'être avec vous tous pour participer à cet échange, j'espère qu'il sera passionnant. Mon rôle aujourd'hui, je suis directeur des ventes corporate chez Europcar. Donc pour simplifier derrière ce terme anglais, parce qu'on est trop franglais peut-être en France, j'anime les équipes commerciales sur l'ensemble du territoire national. Donc ce sont l'ensemble des entreprises qui nous font confiance en B2B, qui sont dans mon scope, sauf les agences de voyage qui travaillent bien sûr aujourd'hui avec nous, mais qui ne sont pas dans le scope que je couvre. Très bien, merci Mathieu. Jacques? Bien, merci aussi pour cette invitation. Ravi d'être avec vous aussi, Mathieu. Moi, je suis donc Jacques de Villeplay. Je suis directeur commercial pour la société Sixt en France et au Benelux. Sur toute la partie corporate. Donc la partie corporate, ça couvre de la petite entreprise aux grands comptes, en passant par les comptes mid-market. J'ai la chance aussi de gérer la partie travel. Et puis chez Sixt, on a d'autres niches qui sont l'aspect chauffeur-service avec Sixt Ride, par exemple, qui font aussi partie de mon scope, dont on parlera peut-être un petit peu plus tard. Très bien. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, Mathieu aussi nous donnait un peu le terrain de jeu d'Europecar en quelques chiffres, la position, le marché. Bien sûr. Peut-être on va faire un petit coup de rétroviseur. En fait, souvent, tout part d'une vision, et c'est celle qu'a eu notre fondateur, qui était un entrepreneur marseillais, qui s'appelait Raoul Louis Mattei, et qui en 1949 s'est dit, si on ne peut pas acheter une voiture, on peut peut-être la louer. Et c'est que de là, tout est parti de notre histoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre ADN est très marqué sur la mobilité dans son ensemble. Et 76 ans plus tard, on est présent ici, et on est surtout présent dans 130 marchés, avec plus de 2800 agences et près de 9000 collaborateurs qui vont répondre aux besoins de nos clients. Et donc le groupe Europcar Mobility Group, travaille avec plusieurs marques. La première, qui est celle qu'on voit aujourd'hui à l'écran, qui est Europcar, qui sont des véhicules en location courte, mais moyenne durée également, on en reviendra tout à l'heure, avec des véhicules utilitaires et des voitures. On a également une autre marque qui s'appelle Goldcar, qui est de la location low-cost loisirs. Et nous opérons aussi aux États-Unis avec une marque qui permet de couvrir le territoire américain pour servir nos besoins de nos travelers qui sont sur ce marché. Et donc, aujourd'hui, Europcar, et pour être un petit peu plus précis sur la France, opère sur un maillage très fort qui couvre plus de 350 agences sur le territoire français. Très bien. Donc, Europcar a su s'adapter au marché et évoluer au fil des ans. Exactement. Très bien. Merci Mathieu. Jacques, vous pouvez me présenter Sixt en quelques mots, en quelques chiffres également? Avec plaisir. Donc Sixt est un tout petit peu plus vieux qu'Europcar, parce que Sixt appartient à la famille Sixt. C'est la 4e génération qui est à la tête de cette société, qui existe depuis 1912, où à l'époque, M. Martin Sixt, lui, avait commencé en se disant à Munich, il y a beaucoup de gens de la bourgeoisie munichoise qui ont des voitures mais qui ne savaient pas les conduire, et donc s'est dit tiens, je vais monter une structure de chauffeurs avec voiture pour cet type de clientèle-là. Et puis petit à petit, dans les années 50, Sixt s'est mise à louer des voitures. Aujourd'hui, Sixt, c'est une société internationale présente dans plus de 130 pays, 200 agences en France, plus de 2000 agences dans le monde. 8000 collaborateurs travaillent dans cette société, et aujourd'hui notre marché couvre l'allocation de courte durée, mais en fait on est beaucoup plus large parce qu'on est un acteur de mobilité. On va avoir des abonnements pour les clients qui ont besoin d'une mobilité flexible. On a du Sixt Ride, je vous en ai parlé, du Sixt Share aussi, donc c'est de la voiture
en autopartage. Et l'activité de Sixt en ce moment, en tout cas un des axes forts de Sixt en ce moment, ce sont les États-Unis où nous sommes présents depuis une dizaine d'années, mais on accélère réellement depuis 5 ans sur ce territoire-là et ça se passe très bien. Très bien, bon voilà. Tant mieux. Merci Jacques. Donc, vous le savez, aujourd'hui, tout s'est complexifié. On parle souvent de la location longue durée. Donc, c'est important aussi de voir comment vous pouvez accompagner le marché sur la location courte durée. Donc, quels sont les usages et comment on peut exploiter et utiliser la location courte durée, Mathieu, dans les mobilités ou dans la gestion de sa flotte. Alors, vous parlez de cas d'usage et il y en a des nombreux et on va les couvrir. En fait, dans les métiers que nous opérons, on a 2 jambes d'appui. On a la première qui est la location courte durée, la moyenne durée, on en reviendra tout à l'heure. Sur la courte durée, les usages ont beaucoup évolué parce que, évidemment, je parlais de travelers tout à l'heure, donc de voyageurs professionnels qui utilisent nos véhicules pour leur déplacement qui couvrent leur activité. Mais on a aussi des cas d'usage qui ont beaucoup évolué. Je ne reviendrai pas sur une période complexe qu'on a connue et dans laquelle on est content de ressortir, mais néanmoins, ça a beaucoup chahuté le marché. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça peut être des cas d'usage qui sont très différents. Ça peut être à l'intérieur d'une flotte. On retrouve des véhicules qui vont être utilisés sur une durée courte et parfois moyenne. Donc, on verra comment on positionne le curseur de moyenne durée, mais en tout cas, c'est des détentions de plusieurs mois que nous confient nos clients. On va avoir également des cas d'usage qui sont sur des enjeux qui sont un peu plus longs, dans lesquels l'ensemble des loueurs ont les pieds dedans, qui est la mobilité électrique. Donc aujourd'hui, c'est comment les entreprises arrivent à pousser leurs collaborateurs à faire plus d'usages électriques. Évidemment, la location courte durée est un premier pour le faire, puisque quand vous vous présentez dans une agence, vous avez très régulièrement des véhicules à disposition qui permettent donc aux collaborateurs d'essayer ce véhicule. Et donc, s'ils l'essayent, ensuite, ils peuvent se projeter sur d'autres usages. Donc ça, c'est quelques éléments de contexte qui font que ça a changé aujourd'hui et que le métier que nous opérions il y a quelques années a évidemment changé. Et donc, Jacques le disait tout à l'heure, dans notre métier, les enjeux, c'est la compréhension de la mobilité au sein de nos clients. Et évidemment, c'est ce qui fait tout l'intérêt des échanges que nous avons avec eux. Donc pour bien comprendre les usages, les différents usages des clients et les accompagner. D'accord, très bien Mathieu. Et qu'est-ce que vous observez, vous, Jacques, chez Sixt par rapport pour à ces compléter points ce que dit Mathieu, avec qui je suis complètement en phase, je pense que l'intérêt de la location courte durée, c'est un produit qui va s'adapter aux évolutions et aux contraintes que les entreprises vont rencontrer. Donc on a parlé du Covid, on a parlé aussi de tout ce qui était matières premières qui avaient du mal à être produit il y a 2 ans, où donc on avait des délais de livraison de véhicules qui étaient extrêmement longs. Donc là aussi, la location courte durée était un palliatif. On a maintenant la problématique des véhicules électriques et des réglementations et des normes sur lesquelles les entreprises doivent s'adapter. Et là, on est complètement légitime pour les accompagner dans cette activité-là. La courte, la moyenne évidemment, donc la moyenne, ce qu'on appelle la moyenne durée, ça va être de 1 mois et plus jusqu'à 12 et 12 mois et plus. Et là aussi, on a parlé des contraintes légales qui sont en train de s'imposer aux entreprises sur le calcul d'avantages en nature. On a énormément de clients, je pense que c'est la même chose chez Europcar, énormément de clients et de prospects qui nous sollicitent à ce sujet. Donc comment vous, la location courte durée, mais je dirais la location courte et moyenne durée peuvent venir nous aider dans cette problématique-là. Donc, pour moi, la location courte durée, c'est la mobilité la plus flexible pour les entreprises pour répondre à leurs besoins, clairement. D'accord. Et elle ne se cantonne pas uniquement, comme à l'époque, notamment aux embauches, à ce type de cas d'usage. Comme vous disiez, effectivement, Mathieu, sur l'électrique, ça peut être effectivement un premier pas pour effectivement prendre goût, notamment à de nouvelles formes d'énergie. Bien sûr. Ça, c'est assez intéressant aussi. Absolument. En fait, l'avantage, c'est ce que disait Jacques, du métier dans lequel on opère, c'est qu'on est flexible. Donc en fait, on a une réactivité, on a une possibilité de se positionner sur beaucoup de cas d'usage. Donc il y a les cas d'usage historiques que vous évoquez, qui est effectivement le cas d'usage classique. J'ai des collaborateurs qui arrivent dans l'entreprise, ils ont la chance d'avoir un véhicule de fonction. Alors déjà, il y a des délais d'attente qui ont nettement diminué, mais qui existaient fortement avant. Donc ça a été à un moment donné un vivier de croissance important pour nous. Ça reste un cas d'usage parce que finalement, un collaborateur aujourd'hui, quand il arrive, s'il a une voiture de fonction, il a une période d'essai qui peut aller de quelques mois, parfois même 8 mois quand vous êtes cadre. Donc c'est assez long et donc ça permet aux collaborateurs d'avoir une voiture tout de suite et puis de la commander si sa période d'essai est évidemment concluante. Et puis après, il y a des entreprises qui ont des besoins ponctuels et saisonniers. Donc évidemment, un cas simple, c'est en fin d'année, il y a énormément de e-commerce.
Donc les sociétés d'e-commerce ont besoin à un moment donné d'une flotte très importante. Donc on met à disposition. Ce n'est pas forcément les clients préférés, sans faire offense à cette industrie, mais comme vous mettez à disposition des véhicules qui sont conduits par des personnes qui ne sont pas forcément employées par les entreprises, c'est parfois pour nous des complications en termes de casse, mais c'est un cas d'usage qui existe. Vous avez des grands chantiers, par exemple, quand tout va bien dans le BTP, et il y a aussi des saisonnalités dans cette industrie, mais c'est là où on va couvrir des besoins spécifiques. Donc en fait, finalement, on a le terme catalogue est pas très vendeur, mais cela dit, c'est vraiment ça, c'est vraiment ces cas d'usage-là, dans lequel on va effectivement, comme disait Jacques, se rapprocher des clients, comprendre un petit peu sur quoi ils veulent travailler et nous utiliser en fonction de ce que je disais. Et aussi, c'est important, bien sûr, de l'emplacement où on se situe, puisque je parlais tout à l'heure de densification dans le territoire et du point d'agence. Évidemment, on effectue des livraisons, mais c'est quand même plus simple à nos clients d'aller nous chercher dans les agences dans lesquelles nous sommes. Je pense que dans beaucoup de secteurs d'activité, tout est plus complexe et l'agilité dont vous parliez, effectivement, est importante. On le voit, tout est beaucoup plus compliqué. Absolument. Et cette agilité apporte vraiment du service, notamment à vos clients. Donc, c'est ça qui est intéressant dans le modèle. C'est absolument ça. Et je compléterai par agilité et vitesse. Oui, vitesse aussi. Aujourd'hui, tout le monde veut aller plus vite. Et donc, le métier dans lequel on opère, en fait, on est souvent en bout de chaîne. C'est-à-dire, dans la location courte durée, vous sortez d'un avion. Vous êtes pressé, vous allez dans votre rendez-vous, vous allez d'un endroit. Si tout s'est bien passé, vous n'êtes pas en retard, vous foncez au desk. Si en plus vous êtes en retard, vous reportez cette énergie et cette pression sur le staff. Donc voilà, donc on est dans cette fluidité, dans cette mobilité, dans cette rapidité. Et donc c'est tout le défi qui anime les équipes qui travaillent avec moi aujourd'hui. Très bien, parfait, merci Mathieu. Jacques, vous évoquiez aussi un peu les retours constructeurs. Je pense qu'effectivement, il y a ça s'allonge, les délais s'allongent. Et est-ce que justement la location courte durée ou moyenne d'ailleurs peut apporter une réponse ? Pour être très honnête, depuis quelques mois, les délais se réduisent en termes de livraison de véhicules. En revanche, là où, pour compléter ce qui a été dit, par rapport aux constructeurs, on a pas mal de constructeurs qui peuvent avoir des soucis. On a vu quelques marques, il y a des soucis de airbag qui se déclenchaient de façon inopinée. Donc il y avait des retours, des rappels constructeurs. Et j'ai un exemple précis en tête où j'ai un responsable de parc qui a à peu près 1000 véhicules en parc et qui me dit, voilà, moi j'ai en général 5% de ma flotte qui est à l'arrêt pendant 2 semaines parce que crevaison, pare-brise, casse, etc. Avec ce phénomène de rappel de constructeurs, ce n'est pas 5% de ma flotte, mais c'est plutôt 12-13% de ma flotte qui est immobilisée, non pas pendant 2 semaines, mais pendant 4 à 5 semaines. Et ça, même si j'ai un petit buffer de flotte personnelle, moi, responsable de parc, avec lequel je peux jouer pour compenser ces voitures qui sont immobilisées, j'ai pas assez de véhicules. Et donc là, la location courte durée a tout son intérêt parce qu'on vient justement compléter la flotte existante de l'entreprise avec laquelle on travaille. Et du coup, on vient aider cette entreprise à continuer à faire son métier. En l'occurrence, c'était des commerciaux qui allaient très souvent sur le terrain et donc sans voiture de fonction ou sans voiture de service, ils ne pouvaient pas faire leur métier. Et donc là aussi, l'intérêt de la location de courte durée, elle est là. Et donc vis-à-vis des constructeurs, nous, en fait, les délais se raccourcissent, mais ils ont d'autres problématiques qu'on n'avait pas vu apparaître. Et donc là aussi, on est tout à fait légitime pour pouvoir pallier à ces problématiques-là. Ouais, donc ça veut dire que ça apporte encore une brique supplémentaire d'agilité, de service, notamment par rapport à. Et c'est ce que j'allais dire. On parlait de réactivité, de simplicité. Et je pense que le service est majeur aussi. Et me vient à l'esprit aussi une question sur la partie RH. Et je pense qu'il y a un enjeu RH également, peut-être d'attractivité, par rapport peut-être maintenant au délai des véhicules. Est-ce que justement la location courte durée peut apporter une notion de service pour un nouveau collaborateur Est-ce que sur la partie RH, ça apporte une brique de service supplémentaire? Moi, je vois 2 choses dans la location. Pour la rétention, l'attractivité. Ouais, dans la rétention, c'est évident. Donc, nous, on a des formules d'abonnement ou de location où vous pouvez changer votre type de véhicule au cours de l'année. Ce qu'on ne peut pas faire quand on est en location longue durée, en leasing, où là, vous êtes bloqué pendant 36-48 mois sur le même véhicule. Et vous pouvez avoir des collaborateurs ou des collaboratrices qui ont un changement dans leur famille, une famille qui s'agrandit, un heureux événement. Et donc là, on est obligé de changer de catégorie de véhicule. La location de courte durée apporte ce genre de choses. Et puis, aujourd'hui, on le sait, tout le monde travaille sur soit un forfait mobilité, et donc les RH intègrent cette partie-là, je dirais prioritairement, et donc nous, on vient vous aider, directeur des ressources humaines,
pour trouver une solution à ce forfait mobilité. On intègre le forfait mobilité. Et le deuxième point majeur aujourd'hui, mais je pense qu'on va en parler, on est tous dessus, c'est les avantages en nature sur les véhicules thermiques, véhicules électriques. Et là, il y a vraiment un sujet. Et là aussi, on a vraiment un rôle à jouer. Il y a matière effectivement à accompagner les entreprises. Exactement. Merci Jacques. On parlait des constructeurs justement. Quels sont, enfin un petit point avec les constructeurs, où en êtes-vous au niveau des relations, des négociations avec le buyback, où en êtes-vous? Je voulais juste revenir un instant sur votre question, Laurence, par rapport à... D'accord, oui. En fait, par rapport à ce que vous disiez sur les RH, je rejoins évidemment Jacques sur ces aspects qui sont importants. Il y a aussi un angle qui est un peu différent dans les sociétés, qui est les rejets de CO2 et la trajectoire que veulent prendre les entreprises par rapport à un certain nombre de malus qui peuvent leur tomber dessus. Et on va revenir dessus dans tout le dispositif qui est aujourd'hui pas simple à comprendre. Et d'un point de vue RH, c'est aussi ça, parfois aussi l'accompagnement qu'ils ont, parce qu'effectivement, je le prenais tout à l'heure comme exemple, le fait de pouvoir tester des véhicules électriques, c'est aussi une manière de trouver des avantages ou tout du moins des sponsors dans l'entreprise qui vont porter le sujet. Et ça, les RH, évidemment, sont sponsors là-dessus. Ils sont assez friands. Exactement. donc nous, aujourd'hui, c'est quelque chose qui a aussi changé peut-être dans les échanges que nous menons avec nos clients. C'est qu'avant, c'était assez concentré sur quelques personnes. Donc ça dépend bien sûr de la taille des entreprises, parce qu'il y a des entreprises qui sont denses, où vous avez des services bien spécifiques. Mais quand je parle plutôt dans les ETI et les entreprises un petit peu plus petites en termes d'effectifs, parfois le sujet est un peu diffus. On ne sait pas trop qui gère quoi au niveau du parc, ou parce que ce n'est pas un sujet qui passionne parfois les foules. Et donc aujourd'hui, ça s'est structuré un petit peu différemment. Donc comme on dresse plusieurs enjeux ici, ça va toucher plusieurs services et donc plusieurs personnes. Et donc en fait, pour utiliser un terme commercial, mais le maillage qu'on demande à nos équipes et l'échange qu'on a aux clients surtout part de ce constat-là en fait. C'est d'être plutôt proche des personnes qui vont accompagner cette transition, qui vont prendre des décisions et qui vont effectivement nous confier un certain nombre de challenges, parce que finalement c'est ça. On parlait de réactivité et de vitesse, et donc c'est aussi à ça que nous sommes confrontés aujourd'hui dans les échanges que nous avons avec les interlocuteurs que nous voyons. D'accord. Et donc, du coup, ça qu'au niveau des interlocuteurs, des ambassadeurs dans les entreprises, est-ce que justement maintenant les RH deviennent vos alliés plus qu'auparavant, ou les DAF également, parce qu'il y a une notion de coût. Est-ce que ce sont des gens que vous rencontrez plus fréquemment maintenant ou pas du tout, au niveau des fonctions adressées dans les entreprises? Bon, les RH ont toujours été des alliés dans les entreprises. Non, c'est encore très minime, mais je pense que ça va être de plus en plus le cas, encore une fois, pour les notions de forfait mobilité et puis d'avantages en nature, où là, je pense qu'on va rentrer de plus en plus en relation avec ces interlocuteurs, parce que la mobilité, en fait, ça touche quasiment tous les services. Aujourd'hui, c'est assez faible, le niveau d'interaction qu'on peut avoir avec cette catégorie de responsables dans une entreprise. Mais je suis sûr qu'on va les rencontrer plus souvent. Et vous pensez que c'est par manque de bande passante ou d'intérêt Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de mobilité, on va plus être en relation avec un responsable achat, un responsable travel ou un responsable de parc. Et c'est logique parce que c'est quand même les premiers interlocuteurs qui doivent toucher cette partie-là. Mais là, on se rend compte que ça déborde. Et là, on va commencer à rencontrer les RH, la direction administrative certainement aussi. Donc, je ne pense pas que ce soit un manque de bande passante. Je pense que c'est l'actualité, le phénomène aussi de mobilité qui change. Le besoin aussi des nouveaux entrants. On parlait des nouveaux collaborateurs tout à l'heure. Les nouveaux collaborateurs dans une entreprise. Enfin, j'aimerais bien je ne connais pas le chiffre, mais je ne suis pas sûr que tous les jeunes qui ont 18 ans aujourd'hui passent leur permis dès 18 ans. Moi, je fais partie d'une génération où 18 ans, permis. Ouais, on le voulait tous et toutes. Exactement. Aujourd'hui, il y a encore des étudiants qui sortent d'école sans permis de conduire. En revanche, ils veulent une mobilité plus fluide, plus flexible, etc. Donc là aussi, les RH sont confrontés à ça. Et du coup, ils doivent s'adapter à la demande de ces nouveaux collaborateurs. Bien sûr. Et là, encore une fois, on est amené à les rencontrer pour parler de tout ça. Bien sûr, puis c'est un pouvoir d'attractivité également pour les nouvelles générations. Donc ça, c'est important pour ces fonctions. Très bien. Vous vouliez compléter sur ce sujet, Mathieu? Vous vous demandiez si au niveau des RH, notre lecture de cette fonction-là, effectivement, c'est pas nos premiers interlocuteurs. Par contre, ils sont sponsors de ce qu'on va faire. Et donc, je pense qu'il y a quand même un sujet de bande passante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui,
on concentre énormément de sujets au niveau DRH. Donc, qu'est-ce que représente la mobilité dans une longue liste qu'à faire un DRH dans sa journée? Je pense pas grand-chose. En tout cas, ça dépend des entreprises, bien sûr. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est pas dans nos premiers interlocuteurs, mais comme le dit Jacques, je pense que ça va un peu plus élargir le scope de nos relations. Mais ce qui est surprenant d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on voit que le poste même financier de la mobilité est en général le 2e ou 3e poste dans une entreprise. Ouais. Donc c'est surprenant effectivement que ce ne soit pas effectivement pris en considération à sa juste valeur, enfin à mon sens. Donc, mais après vous devez le constater également. On peut que vous rejoindre, mais c'est généralement très bien regardé par la finance en premier lieu. C'est vrai, c'est vrai. Très bien, merci. Si on revient sur la partie constructeur, justement, maintenant, où en êtes-vous avec les constructeurs? Parce que c'est vrai qu'il y en a pléthore, ça évolue, il y a des nouveaux entrants. Donc, au niveau des négociations, du buyback, enfin, voilà, où en êtes-vous avec ces acteurs? Alors, moi, ce que je peux vous dire chez Europcar, c'est que il y a plusieurs choses qui ont évolué. Déjà, la première, c'est qu'on est détenu par un constructeur, puisqu'on est détenu par un consortium qui est en majorité détenu par Volkswagen. Ce qui ne simplifie pas les affaires, puisque les affaires en famille sont pas les plus simples. Donc ça ne veut pas dire que 100% de la flotte d'Europcar est 100% Volkswagen. Les relations qu'on a avec les constructeurs, en fait, elles ont évolué. Donc à la sortie de la pandémie, il y avait un trou dans le marché. Donc en fait, les relations qu'on avait ont ouvert sur des produits plus exotiques, où c'est comme ça que la flotte d'Europcar a grandi. Et puis, ça a tourné puisqu'aujourd'hui, les parcs sont plutôt pleins avec les constructeurs, donc les relations ont changé. Elles restent néanmoins assez tactiques pour eux, c'est-à-dire qu'ils nous utilisent à plusieurs échelons, comme un premier canal qui est un canal de diffusion de volume, bien sûr, mais aussi un petit peu plus stratégique s'ils veulent mettre en avant certains modèles ou si certains modèles qui n'arrivent pas à distribuer vont nous être confiés. Donc c'est un peu sur ces axes-là qu'on travaille avec les constructeurs. Et puis aussi, on a un axe qui nous est plus poussé, je vais le dire comme ça, qui est sur la partie électrique, puisqu'ils ont un volant de production qui est important sur ce type de véhicule, vous connaissez les chiffres, mais qui a une vitesse de prise sur le marché qui n'est pas aussi importante que n'auraient pu le croire les constructeurs. Donc on se retrouve aussi dans cette équation qui est que lorsque nous allons interroger un constructeur sur la constitution de notre flotte, eh bien, ils sont assez incitatifs à nous proposer des véhicules électriques qu'on doit aussi ensuite mettre, pour le dire dans notre jargon, à la route pour les proposer à nos clients. Et est-ce que le fait d'avoir plus de marques au niveau du marché, ça vous simplifie, vous également, votre activité? Alors en fait, plus de marques, en fait, quand vous gérez plus vous gérez des marques, peut-être moins c'est simple, mais ça c'est une réponse qui appartient à la flotte. Moi, ce que je vois côté commerce, c'est qu'en fait, c'est l'avantage de notre métier, c'est qu'on a une flotte qui est très éclectique. Ça permet aussi à des clients d'utiliser des modèles qui sont très différents. Des modèles qui sont surtout très récents. Donc ça, c'est aussi l'avantage de notre profession, c'est qu'on met à disposition des véhicules qui sont très récents avec des technologies nouvelles. Et je reviens sur l'électrique, ça permet aussi de tester certains cas d'usage sur lesquels ils n'auraient pas forcément accès tous les jours. Donc on a même des clients, et après je laisserai évidemment Jacques réagir, on a même des clients qui s'amusent avec nos flottes, parce qu'ils vont essayer et qui voient avec notre réseau pour essayer de façon systématique différents véhicules. C'est plutôt malin et pertinent, enfin je trouve, à mon sens encore une fois. Très bien. Et Jacques? Non, chez Sixt, nous on est 100% buyback, donc on a des relations avec les constructeurs qui est peut-être différentes dans le sens où une voiture chez Sixt, elle va rester chez nous en moyenne 4 mois et demi. Et donc on la garde 6 mois ou 20 000 km. Donc Mathieu le disait, on a des voitures neuves en permanence, donc ça c'est déjà un point agréable. Et donc en termes de sécurité aussi pour les sociétés qui ont une sensibilité sécurité, le fait de proposer de la voiture en courte durée, c'est aussi la possibilité de proposer des voitures récentes aussi sur cet aspect-là, sur la partie sécurité avec les dernières technologies. Nous, on a signé des deals importants. Par exemple, Stellantis, on a signé un deal avec eux de 250 000 voitures sur 3 ans sur l'ensemble de l'Europe. Et quand vous disiez qu'il y a plusieurs marques, en fait, Stellantis regroupe déjà plusieurs marques. Ouais. C'est du Peugeot, c'est du Citroën, c'est de l'Opel, c'est de la Fiat, la Maserati aussi. Et donc, vous allez me poser la question des Chinois qui débarquent en France ou en Europe. Moi, je pense que, en tout cas, c'est un sujet sur la partie construction automobile. Je
pense que ça doit challenger les constructeurs nationaux et puis européens existants, et je pense qu'ils réagissent bien. Nous, on fait rentrer des modèles français et européens de très bonne qualité. Et évidemment, l'électrique, c'est un sujet, parce que les Chinois débarquent en France quasiment exclusivement, enfin, les Chinois, en tout cas les Asiatiques, quasiment exclusivement en électrique, avec des durées de batterie qui sont de l'ordre de 600 km. Et aujourd'hui, on voit les voitures françaises qui ont ce type d'autonomie aussi. Donc, ces nouveaux entrants vont challenger positivement le marché de la construction automobile, qui, du coup, nous, ça va rejaillir chez nous positivement, je pense. Et donc, nos clients auront plus le choix d'aller choisir une voiture européenne ou chinoise. Après, la difficulté qu'on va avoir, nous, dans le monde de la location de voitures, c'est que on ne peut pas choisir le modèle exact. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Tout le monde y travaille. Nous, on commence à apporter des solutions pour pouvoir proposer des modèles bien spécifiques. Après, quand on a quand même la possibilité, auprès de certains de nos clients, de proposer des modèles choisis pour justement leur laisser la capacité de tester les modèles, comme le disait très bien Mathieu, et du coup, après, intégrer ces modèles-là dans leur flotte ou pas. Dans leur flotte, voilà. Ça, c'est plutôt aussi pertinent et intéressant. Très bien, Jacques. Tout à l'heure, Mathieu, vous avez commencé à parler de la location moyenne durée. C'est vrai que vous êtes des acteurs de courte durée. Comment aujourd'hui vous positionnez sur la moyenne durée, justement? Comment ça évolue? Comment ça prend forme au sein d'Europecar, de Sixt d'ailleurs? Alors en fait, ça a déjà évolué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est finalement notre genèse, c'est la courte durée, mais ça fait quelques années qu'on travaille sur ça. Vous parlez de cas d'usage tout à l'heure à travers un collaborateur qui arrive dans une entreprise, mais il y en a beaucoup derrière la moyenne durée. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une force de vente, par exemple, ou une entreprise qui a besoin d'une force de vente sur une saisonnalité un peu forte, ne va évidemment pas acquérir des véhicules, ne va pas partir sur une location longue durée, 36-48 mois dont parlait Jacques. Donc c'est plus à travers ce cas d'usage-là, par exemple, où ils vont partir sur quelques mois. Et là, on arrive directement sur ce positionnement-là. Vous avez aussi un événement fabuleux qui a eu lieu il n'y a pas longtemps en France, qui c'était les Jeux Olympiques, où là aussi, il y a eu des besoins spécifiques. Donc on a accompagné des entreprises événementielles, on a accompagné des associations sportives, on a accompagné la gendarmerie nationale à travers des cas d'usage spécifiques. Et donc là, c'est ce que disait Jacques en termes de nous, loueurs courte durée, à partir de 30 jours, vous rentrez dans la moyenne durée. Donc on va jouer de 30 jours à parfois 18, voire quelques mois de plus. Donc en fait, c'est un véhicule qui va être utilisé par nos clients sur cette durée-là. Et puis, on a aussi dans le challenge électrique, mais qui n'est pas que de notre côté, qui est aussi du côté entreprise, parce que quand on fait ce petit coup dans le rétroviseur, beaucoup d'entreprises, et c'est bien, ont affiché des intentions fortes. Et donc notre profession, ou en tout cas chez Europcar, je laisserai Jacques répondre pour Sixt, c'est flotter en fonction des besoins qu'on a initiés sur le marché. Et on s'est retrouvé avec beaucoup de véhicules qui ne tournaient pas assez. D'accord. Parce qu'en fait, entre l'intention de départ et ce qui se passe dans les entreprises, ça prend du temps. Et c'est normal, puisque c'est un changement d'habitude. Et un changement d'habitude sur quelque chose qui est important pour un collaborateur, ça prend du temps. Il y a une inertie importante. Donc il y a des entreprises qui sont très directives. Je peux les citer. SPI, par exemple, ils ont une travel policy et une car policy qui n'est que tournée vers l'électrique. Donc vous n'avez pas le choix, vous devez utiliser des véhicules électriques et ils accompagnent même leurs collaborateurs de façon plutôt très sympathique puisqu'ils les équipent de bornes chez eux, etc. Et puis après, vous avez des entreprises qui font ça en plusieurs étapes et c'est là où on intervient. Dans ces cas de transition, on va pouvoir justement accompagner les entreprises, je parlais des RH qui vont nous dire, on travaille avec un groupe de loisirs qui nous a dit, voilà, nous on a ce défi-là, comment vous pouvez nous aider? On va prendre un groupe de collaborateurs, on va prendre des sponsors et des ambassadeurs en interne, et on va leur mettre à disposition ces véhicules sur une moyenne durée. Et donc, s'ils sont convaincus, et c'est l'ambition du sujet, ensuite, ils basculeront sur un parc qui va leur appartenir. Très bien. Donc, c'est sur ces aspects-là qui nous permet de continuer le travail qu'on mène dans la moyenne durée. Très bien. Jacques? Non, pas grand-chose d'autre à rajouter. Je pense qu'en tout cas, on nous sollicite de plus en plus sur la location moyenne durée, donc 30 jours et plus, ou de la longue durée chez nous. Donc on se chevauche un peu avec la location longue durée traditionnelle, donc qui sont les leasers, les sociétés de leasing. Et moi, j'ai le sentiment que de plus en plus d'entreprises nous sollicitent à ce sujet-là pour trouver un palliatif, ou en tout cas autre chose, avoir plus de flexibilité, de réactivité par rapport aux contraintes qu'on peut avoir dans la location
longue durée traditionnelle. Donc ça, je sens cette demande un peu plus forte, surtout sur l'électrique, évidemment. Et puis après, ce que disait très bien Mathieu, c'est les nouveaux collaborateurs qui rentrent, on a beaucoup là, on rentre dans une saison où il va y avoir beaucoup de sociétés qui ont des pics d'activité saisonniers. Et là, on nous sollicite beaucoup sur les forces de vente supplétives, par exemple. La location moyenne durée, c'est évidemment le produit qu'il faut mettre en avant et auquel nous, on répond sans aucun problème. D'accord, donc il y a quand même aussi des périodes, il y a des saisons, c'est ça que vous observez, Ouais. des saisons où il y a aussi des pics d'activité. Alors, tout ce qui est véhicule utilitaire, D'accord. clairement, bon, on en parlait tout à l'heure, nous on a un pic en fin d'année, la période de Noël est vraiment un pic. On n'a pas parlé, mais il y a les vendanges aussi qui sont aussi une période très forte. C'est intéressant. Donc ça, c'est dans le véhicule utilitaire. Mais en tout cas, dans la location moyenne durée, s'il doit y avoir une saisonnalité, je ne dirais pas comme ça, mais c'est sûr que là, on a un peu plus de demandes sur les sociétés qui ont des besoins saisonniers. Et la période estivale est une période forte. Ouais. D'accord, très bien. Et puis vous avez une autre chose, en fait, vous avez commencé à le dire tout à l'heure, c'est les différentes règles et normes qui arrivent et qui régissent le marché automobile. Et donc, si les règles ne sont pas assez claires, ou tout du moins elles sont plutôt avec une fiscalité punitive, le choix des entreprises, c'est d'être un peu fin sur ce qu'ils vont pouvoir faire. Et donc, s'ils n'ont pas cette vision ou l'assurance de pouvoir se retrouver dans le fameux ROI que recherche tout le monde, c'est là qu'on intervient aussi. En disant, en fait, immobiliser un parc sur une durée très longue, j'en suis pas sûr. Prendre une décision sur 48 mois, pas sûr non plus. Donc, au moins, sur quelques mois, alors c'est évidemment plus cher, parce que si c'est plus court, c'est plus cher, mais c'est plus flexible aussi. Et donc ça permet de couvrir ce cas d'usage-là aussi, qui fait que si je suis un peu attentiste dans les décisions que je dois prendre, cette location moyenne durée peut être une option. Et Jacques parlait tout à l'heure de nouveaux véhicules chinois qui arrivent avec des autonomies qui sont effectivement plus longues. Par contre, c'est aussi difficile de connaître en fait, la durée de vie complète d'une batterie sur un cycle très long. Et donc, quand vous êtes en moyenne durée, ce qu'on disait tout à l'heure, nous, on a une capacité à acheter et renouveler des véhicules très vite. Donc, vous avez toujours accès à quelque chose de plus performant sur le marché versus peut-être un véhicule qui aurait quelques années. J'ai devant moi un iPhone dont la batterie, elle va tenir le temps que m'a vendu le constructeur, mais après, il faut que je la recharge et vous connaissez le principe. Et là, c'est rassurant pour le marché, c'est rassurant et ça apporte de la sécurité. En tout cas, c'est une option qui existe et sur laquelle nos clients nous interrogent et nous regardent. D'accord. Et puis pour compléter, véhicule électrique chez un leaser, quelle est la valeur de rachat de ce véhicule dans 3 ans dans la valeur résiduelle, c'est il y a un vrai sujet. Enfin, c'est compliqué à définir. Donc c'est compliqué de définir une mensualité. Donc il vaut mieux se rabattre à ce moment-là sur une moyenne durée chez un loueur courte durée comme nous, où là on peut effectivement, je dirais, ça vous permet d'attendre un peu, de voir quelles vont être les valeurs de rachat et résiduelles de ces voitures-là, et du coup après de staffer correctement sa flotte. Donc il y a quand même il y a beaucoup de bonnes nouvelles avec la. En tout cas, il y a beaucoup d'opportunités dans notre métier. La location moyenne durée et courte durée. Il y a beaucoup de solutions. Exactement. Donc, et vous parliez notamment des constructeurs asiatiques. Aujourd'hui, quelle est leur posture par rapport à vos entités ? Comment ils vous abordent, comment ils vous adressent? On discute beaucoup avec eux. Cela dit, on a peu aujourd'hui en flotte corporate. On a 0,5% de notre flotte qui correspond aux véhicules de ses origines. Mais Jacques l'a dit, aujourd'hui, il y a une approche très forte. Vous avez cité BYD, mais il y en a d'autres qui arrivent. Donc, évidemment qu'après-demain, cette discussion, et ça va un peu tourner notre flotte. Et puis, c'est bien finalement, parce qu'on parlait de choix. Donc, quand il y a plusieurs acteurs, ça va aussi rebattre un peu les cartes. J'ai vu tout à l'heure des discussions qui ne sont pas toujours ultra fluides avec les constructeurs pour des questions aussi de taille ou de parti pris qui existent. Le fait d'avoir de nouveaux entrants, de nouveaux acteurs qui ont un appétit très fort sur le marché européen va certainement tourner. Donc, aujourd'hui, c'est peu. Demain, de toute façon, certainement plus. Et ça, c'est intéressant aussi pour notre industrie. Il y a de fortes chances que ça évolue rapidement. Enfin, c'est ce qu'on observe globalement. Donc, pareil chez Sixt, j'imagine. Oui. Et puis aussi, on peut s'adapter aussi à la demande de nos clients. C'est-à-dire que vous allez avoir des clients corporate qui vont être plutôt marque française, d'autres plutôt marque allemande.
Chez Six, ça tombe bien. Et puis d'autres vont dire, si vous avez un peu d'asiatique, ça peut nous intéresser. Et comme on est en buyback et que vous avez un taux de renouvellement rapide de nos flottes, on peut aussi s'adapter à la demande aussi de nos clients et puis rencontrer peut-être ces acteurs-là un peu plus en amont. Donc voilà, je pense qu'on va en avoir dans nos flottes. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. D'accord. Mais je pense que demain, on devrait peut-être en avoir quelques-unes. Quelques-unes, oui. Et sur le point, Tesla, est-ce que vous observez pareil Tesla, ce qu'on entend actuellement Écoutez, nous, on en a eu, mais on n'en a plus dans nos flottes. On en a eu quelques-unes. C'est une autre couleur que la nôtre. Ils en ont eu beaucoup, donc il faudra que vous leur posiez la question. Je ne vais pas répondre à leur place. Ah oui, non, j'imagine. En tout cas, moi, je ne suis pas sollicité plus que ça sur ce type de modèle-là. J'imagine qu'ils sont un peu bousculés par le marché, j'ai l'impression. Et j'ai cru entendre, je ne sais pas si c'est un fake, ils étaient sur un moteur thermique. Non, ils n'ont pas lancé la volonté de lancer un moteur thermique. J'ai cru entendre. Alors je ne sais pas si c'est réalité ou pas connaissance non plus. D'accord. Voilà, j'ai vu ça dans la presse et je ne sais pas si c'était. Peut-être pour le marché américain. Le marché américain. Je parle du marché américain. C'est possible. J'ai pas cette information, donc j'étais assez surpris. Donc très bien. Mathieu, vous parliez tout à l'heure sur la partie électrique. On sait que c'est de plus en plus prégnant. Il y a ces cas d'usage aussi avec des ambassadeurs, ambassadrices pour mettre le pied à l'étrier. C'est une chose, la législation va pousser, et on sait qu'effectivement il y a quand même une bulle, parce que c'est quand même artificiel, surtout en France, où on n'accompagne plus. Et c'est vrai que j'imagine que c'est pas très effectivement confortable pour le marché dans son ensemble. Mais est-ce que vous observez que le marché évolue sur l'électrique au niveau de vos clients? Est-ce que c'est de plus en plus utilisé, demandé factuellement? Alors, est-ce qu'on demandé, c'est sûr. Ouais. C'est en tout cas. Sur les grands comptes, c'est presque mandatory dans les travel policy. D'accord. Donc ils vont tous vers l'électrique, parce que je disais tout à l'heure, sinon ils ont une fiscalité punitive associée à celle-ci, donc de toute façon ils n'ont pas le choix. D'accord. Ensuite, sur la taille des ETI aussi, évidemment ils s'utilisent. Alors déjà il y a aussi il y a la partie, je dirais, il y a la partie législation dont je parlais, mais il y a aussi dans les centres-villes où la législation pousse. Ici à Paris, si vous stationnez avec un véhicule pas trop lourd électrique, vous avez le droit de... C'est peut-être la dernière chose en stationnement gratuit à Paris. Ouais. Donc vous avez aussi ce regard des entreprises là-dessus, et c'est aussi un droit de conseil qu'on a avec eux pour les accompagner et trouver le bon réglage sur la manière dont ils vont fonctionner là-dessus. Donc oui, évidemment, c'est une discussion systématique avec nos clients. Dans les faits, ça se traduit plus que ce que je disais tout à l'heure, qui était avant une intention et maintenant qui est une intention qui se démontre par des faits. Ensuite, il reste un long chemin à faire parce que c'est une transition. Et donc une transition, ça ne se fait pas surtout dans un écosystème industriel. Je reprends les constructeurs. En fait, quand vous changez le modèle, quand vous pivotez le modèle chez un constructeur, ça prend un certain temps. C'est ce qu'ils sont en train de faire, en train de produire, etc. Et puis après, c'est le rebond sur le marché. Et donc ça tombe bien, puisque nous, à travers les solutions qu'on a exposées, on est cet acteur qui permet d'accompagner les entreprises. Donc la demande est systématique. Elle prend plus, pas aussi vite que le voudrait l'ensemble du marché pour la raison que je viens de décrire, mais le mouvement est évidemment initié. Sans faire de mauvais jeu de mots, il est en marche, voilà. Exactement. Ça roule. Ça roule. Très bien. Pareil chez Six, vous observez la même tendance ou Oui, et pour compléter ce que je disais tout à l'heure, parce que je ne l'ai pas évoqué, dans les flottes asiatiques, il y a la notion aussi de véhicules éco-scorés. Les véhicules éco-scorés sont les véhicules construits en dehors de ces zones-là aussi. Donc il va peut-être quand même y avoir un impact sur je dirais les flottes qu'on va pouvoir compléter dans les mois qui viennent. Ça va être aussi quelque chose, ça va être un enjeu quand même pour ces marques-là. Mais oui, moi j'ai de plus en plus de demandes en électrique sur les grands comptes depuis un petit moment, sur les mid-market et puis les petites et moyennes entreprises aussi, pour tous les raisons qu'on a évoquées avant, sur la fiscalité, sur les enjeux aussi sociétaux et donc écologiques, où il y a beaucoup de sociétés aussi qui ont quand même mettent en place des politiques pour réduire un maximum leurs émissions de CO2, et donc ça rentre dans cette stratégie-là, quelle que soit la taille de l'entreprise. D'accord, très bien. Et en général, quels sont les les meilleurs ambassadeurs dans les entreprises, en général, au niveau de la fonction Alors, la fonction, tout ce qui est responsable RSE, évidemment, poussé pour avoir une mobilité plus verte, sans jeu de mots.
Après, vous avez... Après, les meilleurs ambassadeurs, c'est ceux qui possèdent déjà leur véhicule électrique à titre personnel, qui vont dire il faut se mettre électrique parce que c'est génial. Et c'est vrai que pour l'avoir quand on l'a testé, vécu, moi c'est pas rien. c'est quand même assez bluffant. Et pourtant, j'aime bien les vieilles voitures moto, j'aime bien aussi, mais c'est assez bluffant. Quand on teste l'électrique, c'est assez confortable. Ouais. Et assez plaisant, c'est vrai que... Alors, on dit ça en tant que Parisien. Je pense que pour ceux qui ont beaucoup de kilomètres à faire. Moi, je pense à ma fille qui habite Bordeaux et qui travaille dans l'industrie de l'agroalimentaire, qui fait à peu près entre 250 et 300 km par jour. L'électrique, c'est confortable, mais ça devient un stress parce que dans l'hôtel dans lequel je vais dormir, est-ce qu'il y a une prise? Est-ce qu'il va y avoir un point de recharge? Donc ça, c'est une vraie organisation. Donc là, c'est là où il peut toujours y avoir des freins, mais ça, on les connaît tous. Voilà, donc moi, pour répondre à votre question, les meilleurs ambassadeurs, c'est la partie RSE, qui viennent parler à l'ensemble des services supports, et donc achat, mobilité, travel, qui sont bien concernés de plus en plus par ce sujet, que nous essayons de traiter avec eux de la meilleure des façons. Très bien, parfait. On retrouve un peu la même chose chez Europcar, mais il y a aussi quelque chose qui marche bien, qui est l'exemple qui est poussé en fait. Et quand ce sont les fonctions régaliennes dans les entreprises qui eux aussi montrent l'exemple, si un Coder, un Comex ou autre est tout électrique, ça pousse aussi plus fort dans les collaborateurs qui vont s'équiper en ce type de véhicule. Donc ça aussi, ça peut évidemment aider à accélérer le sujet. Beaucoup de sujets, la gouvernance aussi est importante quand on a effectivement une direction générale aussi qui œuvre et qui pousse en ce sens. Globalement, ça suit plus vite. Absolument. Mais il y a aussi ce que vous disiez, Jacques, dans l'exemple avec votre fille, c'est qu'il y a un accompagnement. Donc c'est ce que d'ailleurs on fait dans notre expérience client. C'est pas juste de remettre une voiture et puis un câble de recharge. On propose des cartes au comptoir. On explique la manière dont la voiture va s'allumer, parce qu'en fonction des modèles, c'est pas du tout la même chose. Donc je parlais tout à l'heure de vitesse dans notre métier, mais on prend un petit peu de temps quand même pour expliquer comment ça va se passer et pour que ça se passe bien. On a aussi tout un tas d'applications qui permettent de se recharger, de regarder des cartes. Donc on explique tout ça au comptoir, mais aussi au niveau des clients entreprises à travers un tout tas de dispositifs qu'on leur met en place pour justement les accompagner. Parce que si c'est mal fait au début, si la première expérience est loupée, alors là, on fait pour le dire en anglais, on fait un step back de quelques cases. Exactement. Ouais. Et j'ai vu que c'est Total Energy sur certaines stations, ils ont comme à l'époque des pompistes en fait qui aident les personnes à se connecter sur la partie électrique. Donc c'est plutôt malin et plutôt bien d'ailleurs. C'est appréciable. C'est plutôt confortable. Donc c'est vrai que l'accompagnement, on n'en a pas parlé, mais il est très important notamment pour faciliter les nouveaux usages. Donc, nous, on fait beaucoup de workshops avec beaucoup de responsables de parc. On met à disposition pendant une matinée 4 ou 5 véhicules électriques. On leur propose de faire un tour, de se charger, de montrer comment une charge se passe. Parce que quand vous avez un câble électrique et que c'est la première fois que vous devez charger votre voiture, il faut savoir comment ça se passe. Donc là, on l'éduque. Et c'est assez ludique en plus, parce que, comme on disait, conduire une voiture électrique, c'est quand même assez agréable. Et puis un parcours client, c'est vrai que c'est toujours intéressant aussi de construire un parcours client, une expérience client. C'est aussi intéressant intellectuellement et pour l'entreprise, donc c'est plutôt appréciable. Très bien, donc nous aurons bientôt au terme notamment de nos échanges. Nous allons laisser la parole à nos auditrices, auditeurs. J'ai juste aussi une dernière question à vous poser. Comment vous voyez, vous parliez effectivement, ça fait plus de 70 ans effectivement qu'Europcar existe, il y a une évolution. Quel est votre regard justement sur les mobilités d'aujourd'hui, dans son ensemble, et la vision que vous en avez? Comment vous les voyez à l'avenir, dans le futur? En fait, ce que disait Jacques tout à l'heure dans son exemple de jeunes qui n'ont pas leur permis, en fait, c'est aussi cette manière, c'est la manière dont on regarde un petit peu l'évolution de ce marché. Et dans la trajectoire que nous allons avoir, elle est aussi portée par notre actionnaire majoritaire qui est Volkswagen. Et si des constructeurs se mettent à regarder un petit peu des acteurs souples, flexibles, en courte et en moyenne durée, c'est qu'ils savent bien que la consommation de nos enfants et de nos petits-enfants sera certainement pas la même qu'on a connue. Ça veut donc dire que cette consommation à l'usage va s'intensifier. Et donc on mène un certain de tests avec la marque dont j'ai parlé pour un petit peu pour sonder un petit peu le marché, et on sait que ça va tourner de cette manière-là. Il y a eu au sein de notre groupe un certain nombre de tests dans différents marchés avec différentes mobilités. Donc voilà, c'est un environnement qui évolue. Je parlais d'allure aussi tout à l'heure. Il faut aller vite, mais il ne faut pas aller à fond.
Quand je dis à fond, c'est sinon on se prend les pieds dans le tapis et on ne fait pas bien les choses. Nous, on opère un métier qui est précis et qui nécessite de bien cadencer en fait, les différentes étapes que nous allons avoir. Donc il va y avoir une transition profonde en fait, de la mobilité dans laquelle on va s'inscrire, et on va s'inscrire sur le long terme. Et encore une fois, c'est pour ça qu'on est appuyé par un constructeur sur lequel on va pouvoir, après-demain, imaginer la mobilité de demain, qui sera très intéressante. Et je terminerai par ça. Jacques parlait d'abonnement, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on consomme le télévisuel à travers des abonnements. Exactement. On peut imaginer qu'après-demain, on va consommer la mobilité dans son ensemble à travers des abonnements. Comme vous disiez, effectivement, les usages ont changé mais par rapport à une nouvelle génération aussi. C'est effectivement l'immédiateté, la rapidité, l'usage. Et je pense que tous ces modèles que vous avez cités, la mobilité y viendra également, certainement. Merci Mathieu. Et Jacques, vous chez Sixt Chez Sixt, en fait, on était une convention internationale il y a encore quelques jours, et le slogan c'était The future is now. Donc l'avenir est aujourd'hui. Et on a déjà travaillé nous, sur la mobilité de demain, où on a l'offre traditionnelle location courte durée, mais on a déjà imaginé intégrer dans notre application d'autres services. Donc on a l'offre SiXTshare par exemple, où on intègre déjà la possibilité d'avoir des vélos en autopartage, des trottinettes en autopartage à Paris. Si vous avez de l'application Sixt, vous pouvez prendre les vélos Tiers par exemple directement avec notre application. Donc la mobilité, je dirais, change, comme on le disait, avec cette nouvelle génération qui a besoin d'être mobile, mais pas forcément en voiture. Donc on s'adapte. On a aussi des voitures en libre service, alors pas à Paris, mais dans d'autres villes internationales. L'abonnement Sixt Plus, on l'a mis en place et ça marche très très fort. On a plus de 2000 voitures qui roulent aujourd'hui sur des abonnements où on peut, un peu le Netflix de la mobilité, on peut changer de type de voiture ou de contrat comme on le veut tous les mois. Donc ça aussi, c'est en place et ça marche bien. Donc ça, c'est notre vision de la mobilité. Et puis la mobilité, c'est aussi la partie Sixt Ride, donc c'est la partie chauffeur type VTC. Mais je pense aussi que les besoins de la mobilité, c'est en amont et après, c'est aussi la notion de service. Qu'est-ce qu'on met aussi en place pour faire en sorte que cette mobilité elle soit agréable à vivre, pour rendre le parcours client, je dirais, fluide et agréable. Ouais. Et donc là, on a mis en place des bornes, par exemple, on appelle ça le mobile checking, où vous venez directement avec un QR code et vous avez une borne dans chacune de nos agences où vous scannez votre QR code et vous récupérez vos clés. Et vous allez directement récupérer votre voiture. Vous n'avez plus besoin même de passer au comptoir, vous allez directement au parking avec un mail qui vous a envoyé en amont. Et donc ça, c'est des nouveautés qui nous permettent aussi de changer la mobilité. Mathieu, vous le disiez tout à l'heure très bien, c'est vrai que les gens... un avion à Orly à 8h du matin, vous n'avez que des businessmen ou des businesswomen. Et donc, ces personnes-là, si en plus elles font la queue à nos comptoirs, ça rallonge d'1 heure le trajet qu'ils ont eu en avion qui était déjà d'1 heure, donc c'est un peu compliqué. Avec ce type de service-là, on réduit un maximum le temps d'attente et on améliore la qualité de la mobilité. Et dernier point, dans l'innovation dans la mobilité chez Sixt, on met en place aussi des portiques qui s'appellent Proof Station, qui permettent aux automobilistes de passer à travers un portique à la sortie et à l'entrée de nos agences, où ils sont scannés par plus de 200 photos pour savoir s'il y a eu un dégât avant ou après la location, ou pendant la location. Et donc là aussi, c'est une notion de sécurité, mais aussi de tranquillité pour l'automobiliste qui, lorsqu'il va rendre la voiture et qu'il n'a pas eu de pépins pendant son parcours, s'assure de se dire, ok, je sais que en ayant bénéficié de ce service-là, on ne va pas revenir me voir dans 3 jours en disant, vous avez... touché sur la jante avant droite. Non, en fait, c'est pas vous, monsieur, c'était le client d'avant, ou au contraire, c'était vous, parce qu'on en a la preuve. Donc là aussi, la mobilité, on cherche à améliorer la qualité de service et le parcours de nos clients. Très bien, très intéressant. Effectivement, c'est un éclairage que je ne connaissais pas sur certains points, donc c'est assez pertinent et intéressant. Mathieu, est-ce que vous voulez ajouter, avant qu'on laisse la parole aux auditeurs, un élément, je ne sais pas, quelque chose sur ce sujet en globalité qu'on n'a peut-être pas abordé ou Non, en fait, ce que disait Jacques, c'est effectivement, nous, on propose aussi ce qu'on appelle des sharebox, où on met des clés à disposition pour fluidifier. Mais je pense que l'enjeu, il va se parcourir surtout au sein et à côté de nos clients. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de cas d'usage, de besoin, de transition. Tout ça, ça va se co-construire. Et en tout cas, c'est notre vision aussi des choses chez Europcar quand
quand on travaille avec les gens qui nous font confiance, les entreprises qui nous font confiance, c'est de mener cette trajectoire avec eux en disant, parce que les cas d'usage sont spécifiques aux clients, donc on ne peut pas s'adapter à tout le monde, parce qu'on est un loueur généraliste. Cela dit, on a effectivement des capacités aussi de déployer un certain nombre de services que j'aurai peut-être le plaisir de venir présenter prochainement, mais effectivement on raisonne à des options qui vont nous accompagner dans cette transition et qui vont accompagner les clients. Très bien, merci beaucoup Mathieu, merci beaucoup Jacques. On va laisser la parole à nos auditeurs. Eva, est-ce que nous avons des questions ? Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors on a 2 questions. La première, existe-t-il encore des loueurs de courte et moyenne durée internes chez les constructeurs automobiles ? Qui veut répondre ? Je pense qu'on a Renault Rent qui existe encore. Donc je pense que oui, il y en a. Il y en a. Tout simplement. Oui. Oui, il en reste, en fait, Ouais. il en reste quelques-uns parce que c'est un marché qui est large et donc il s'opère aussi, enfin le marché de la courte durée en tout cas, s'opère à travers une force de réseau. Et c'est d'ailleurs la force d'Europecar que j'expliquais tout à l'heure. Et donc un constructeur qui a aussi un maillage à travers des concessions peut prétendre à faire de la location. Donc après, ils ont pas la souplesse sur laquelle nous opérons, mais en tout cas, ils ont une réponse et c'est pour ça que certains d'entre eux encore proposent ce type de service à leurs clients. D'accord, très bien. Mais Jacques le disait tout à l'heure, quand les constructeurs ont eu des problèmes avec des airbags, ils se sont quand même tournés vers notre profession pour les aider. Donc ça veut bien dire qu'ils ont une partie de la solution, mais elle n'est pas complète. Très bien, parfait. Eva ? Deuxième et dernière question, peut-on combiner des solutions de crédit mobilité avec la location de courte durée et si oui, comment ? Comment, en fait, c'est la stratégie RH de la société pour laquelle vous travaillez qui va la définir, en fait, parce que nous, on va s'adapter à vos besoins. Donc, il y a tout ce qui est fiscalité et des déclaratifs de comment le forfait mobilité va être déclaré au sein de l'entreprise. Mais nous, après, on s'adapte. Donc, en fait, le moteur, c'est la direction des ressources humaines qui va insuffler la dynamique de forfait mobilité. Et après, nous, on peut s'intégrer. On a une société de consulting en Allemagne avec qui on travaille sur un justement forfait mobilité depuis 3 ans, qui marche très bien. Donc ça, si cette personne-là est intéressée, je serais ravi de pouvoir lui en parler en off. Donc c'est pas nous qui allons initier les choses, mais on est complètement capable de s'adapter à un forfait mobilité qui va être mis en place dans une société. Voilà. Très bien. Bon, nous avons au terme de cette session d'Anews Mobility. Un grand merci Mathieu. Un grand merci également Jacques pour vos éclairages et ce niveau d'information. Ce qu'on peut retenir, ce que j'ai noté, c'est que la location courte durée et moyenne durée sont notamment des solutions pour vous accompagner sur une notion de flexibilité. Ce qu'on peut retenir, moi j'ai noté flexibilité, immédiateté par rapport à l'usage. C'est également pouvoir accompagner des collaborateurs, collaboratrices sur des nouveaux usages par rapport à l'électrique. C'est assez intéressant. La partie RH qui est assez prégnante aujourd'hui dans les entreprises est très importante pour pouvoir faire de la rétention et surtout attirer des nouveaux collaborateurs. L'expérience client, l'accompagnement avec la formation, c'est ce que j'ai retenu. Et donc l'usage. Donc voilà, tout simplement. Donc un grand merci à tous les deux. On vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt et on vous envoie effectivement la vidéo en replay. Voilà, merci et à très vite.